Et la prévention de la crise vaso-occlusive, je ne sais pas ce que vous avez dit là-dessus, j'ai juste noté. Je ne sais plus pourquoi vous l'avez noté. Le syndrome thoracique aigu, pareil, on va y revenir peut-être dans les synthèses. C'est une entité, moi je vous dirais personnellement, dont le diagnostic n'est pas aisé. Et le risque, c'est quoi? C'est soit un excès de diagnostic ou bien un sous-diagnostic. Parce que quand vous dites un nouveau infiltrant, cela suppose que vous ayez eu l'enfant avant son syndrome thoracique aigu et que vous ayez eu une radiographie avant le STA. Donc, infiltrant nouveau, a priori, nous qui sommes dans les pays en développement, c'est difficile de dire nouveau infiltrant. D'autant que les parents consultent souvent suite à des complications. Et quand l'enfant a une opacité massive, je vous dis parfois, la différence entre l'infection, le STA, c'est très compliqué. Et l'un peut être à l'origine de l'autre. Alors, pour le STA, on va y revenir. Ce n'est vraiment pas une entité facile. Mais le reste, c'est bon, c'est parfait. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires dans la salle avant qu'on fasse la synthèse? C'est bon? Alors, moi, je vais commencer par le plan. Bon, signe diagnostic traitement, oui, Madame Docteur Bangoura, ou bien c'est qui a levé la main? Allez-y, je vois Docteur Bangoura. Professeur. Oui. Oui, c'est Docteur Farah Matip. Docteur? Farah. Vous êtes dans quel service? Stage à l'étranger. Le son n'est pas bon. Docteur Sarah, ça grince dans le micro. Améliorez un peu la qualité du son et on vous écoute. Ok. Ça, j'avais une question par rapport aux enfants qui sont hétérozygotes AS. Il arrive parfois qu'on reçoit des profils électrophorétiques AS, mais on met à prédominance S. Et ces enfants, parfois, font des douleurs osteo-articulaires et tout. J'aimerais savoir, est-ce que ce genre d'enfants qui ont des profils électrophorétiques AS à prédominance S, est-ce qu'on va les considérer comme drépano ou la prise en charge sera comme le drépanocytaire ou c'est tout autre chose? C'est ma question. Alors, moi, je vais vous poser une autre question pour mieux répondre à votre question. Qu'est-ce que vous appelez profil AS avec prédominance de S? Qu'est-ce que vous entendez? En fait, c'est les hétérozygotes. Et lorsqu'on met le profil électrophorétique, on détaille, on met l'hémoglobine A, on met l'hémoglobine S, et le pourcentage d'hémoglobine S est prédominant, en fait. Prédominant, c'est-à-dire? Par rapport au pourcentage. Oui, à combien? Qu'est-ce que vous appelez prédominant? Parce que vous avez 3 fractions, parfois même 4 fractions. Qu'est-ce que vous appelez prédominant? Généralement, c'est par rapport à l'hémoglobine, on met le pourcentage, par exemple, 50, 62% et tout. Et on a eu des profils comme ça, vous voyez, où on met à prédominance S. Oui, mais au-delà de 50%, vous êtes dans les S. Ok. N'oubliez pas qu'il n'y a pas que la forme homozygote SS. Il y a les S-bêta 0 thalassémie, il y a les S-bêta plus thalassémie, c'est qu'elle n'a pas détaillé. Elle a juste parlé de S-bêta thalassémie. Il y a les S-bêta 0 et il y a la S-bêta plus thalassémie. Et ce qu'il faut comprendre en termes d'électrophorèse de l'hémoglobine, vous prenez l'hémoglobine, vous dites, nous avons 100%. Et ces 100% sont répartis en portions. Et le total des portions doit faire 100. Imaginez-vous un enfant qui a une hémoglobine S à 23%. Les autres hémoglobines vont avoir un total de 60 combien? 77%. Oui, 77%. Voilà. Si vous avez un enfant qui a une hémoglobine S à 55%, 45%, ce seront les autres hémoglobines. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre les électrophorèses. Donc, à partir de 50%, vous n'êtes plus dans les formes AS. Hein? Les formes AS, à partir du moment où le taux d'hémoglobine S est supérieur à 50%, vous êtes dans les homozygotes. Maintenant, il faut voir quelles sont les autres hémoglobines. Et en général, ces enfants n'ont pas un profil typique d'hémoglobine, de drépanocytose avec une anémie normochrome non homocytaire. Quand vous avez les taux d'hémoglobine S relativement faibles, c'est-à-dire autour de 60%, ces enfants ont un trait thalassémique associé.
une bêta plus ou une bêta 0. Et cela se voit sur l'hémogramme. Lorsque vous faites l'hémogramme, vous n'aurez pas l'anémie normochrome normocytaire. Ça, il faut que ce soit clair. Vous aurez une anémie hypochrome microcytaire. Et ce qui va vous déranger, c'est que la microcytose sera très profonde. Vous aurez un VGM autour de 60. Et quand vous avez ces profils-là, posez-vous des questions, faites le bilan martial. Vous allez vous rendre compte que ces enfants n'ont pas de carence martiale, mais ils ont une anémie constitutionnelle. Et c'est l'intérêt de faire le bilan chez les parents. Quand vous faites le bilan chez les parents, vous allez retrouver cette microcytose chez les deux parents et vous allez retrouver à l'électrophorèse de l'hémoglobine le trait thalassémique dont elle a parlé dans les différents diagrammes. Et c'est comme ça qu'on redresse le diagnostic. Parce que parfois, les gens qui n'ont pas l'expérience de la lecture des électrophorèses vont vous répondre profil AS ou profil SS. Maintenant, c'est vous qui devez reprendre, vous pédiatres, vous devez reprendre l'électrophorèse chez les parents. Vous demandez d'abord l'hémogramme chez les parents et l'électrophorèse de l'hémoglobine chez les deux parents. Et vous allez retrouver exactement le même profil et vous confirmez votre S-bêta-thalassémie. Et en général, ces enfants ont une meilleure tolérance que ceux qui ont des pourcentages d'hémoglobine S autour de 80-90%. OK. C'est bon. D'autres questions? De rien. Il y avait une autre main qui se levait là. On prend une dernière intervention avant de faire la synthèse. Il y a une main qui s'était levée là. Ou bien c'est la même personne? C'est la même personne. D'accord. Alors, une synthèse rapidement. Le plan, c'est une maladie. Vous pouvez faire signe diagnostic traitement. C'est très bien. Mais vous pouvez également faire diagnostic de cela, ne pose pas de problème. En général, les maladies chroniques ne posent pas ce souci de signe diagnostic traitement ou de diagnostic. Idéalement, c'est signe diagnostic traitement parce que c'est une maladie chronique. Mais si vous vous retrouvez avec un plan diagnostic, cela ne me gêne pas. L'essentiel, c'est que ce que vous donnez soit vraiment cohérent. Si vous dites diagnostic de la drépanocytose, vous faites comme hier, vous donnez l'ensemble des signes qui peuvent vous aider à poser un diagnostic, à suspecter sur le plan clinique. Sur le plan paraclinique, vous donnez les éléments qui vous permettent de confirmer. Et sur le plan étiologique, ce ne sera pas comme la longue liste là. Vous allez juste parler des transmissions génétiques et expliquer. Et autre chose, quand vous parlez de maladies chroniques, le mieux, c'est au niveau de la partie traitement de parler de prise en charge. C'est correct hein, quand vous dites traitement, mais dites quand même, étant donné que c'est une maladie chronique, le traitement se fait sous forme de prise en charge globale. Et dans la drépanocytose, la prise en charge, elle est essentiellement préventive. Hein. Tout ce qu'on fait, c'est du préventif. On ne fera le curatif que lorsque le préventif a échoué. Donc, si on n'arrive pas à prévenir les crises, elles vont s'installer. Et si elles s'installent, on va faire la prise en charge. On ne fera la transfusion que lorsque la prévention de l'anémie a échoué. Et si la prévention de l'anémie a échoué, l'anémie s'installe, on la traite. Pareil, complications chroniques, on va faire la prévention. En quoi faisant? En faisant un suivi régulier, des dépistages, des bilans trimestriels. Maintenant, si malgré cela, les complications s'installent, on les prend en charge. Donc, si vous comprenez cette approche préventive, vous avez tout compris. Même les infections, il faut les prévenir. En quoi faisant? Respecter le calendrier vaccinal de l'enfant dans le programme élargi. Proposer les vaccins recommandés. Proposer la prophylaxie chez les enfants de moins de 5 ans. Proposer la prophylaxie contre le palu, faire des mesures élémentaires d'hygiène, lavage des mains, brossage des dents, hygiène vestimentaire, corporelle, etc. Et vous êtes en train de faire de la prévention des infections. D'accord? Donc, si vous comprenez cette approche préventive, tout le reste devient facile. Alors, dans les généralités, la définition, je ne vais pas y revenir, mais s'il y a un seul mot à retenir de cette définition, c'est l'hémoglobine S. On ne parle là de drépanocytose que lorsqu'on a la présence d'une hémoglobine S. Et cette hémoglobine S peut s'associer à une autre hémoglobine S dans les formes homozygotes ou à une hémoglobine anormale. Et vous citez les hémoglobines anormales. Il n'y a pas que la S et la C. Hein. Il y a deux hémoglobines anormales. Il y a la D, il y a la E, il y a la HOP, il y a la Punjab. Voilà, il y a beaucoup d'hémoglobines anormales. Vous pouvez citer quelques-unes et vous laissez le reste. Maintenant, tant que vous n'avez pas cette hémoglobine S, vous ne pouvez pas parler de drépanocytose. Supposons qu'on ait un enfant SC.